Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description si mes vidéos vous plaisent, bien entendu. Et aussi pour les youtubeurs qui me regardent, vérifiez votre abonnement si vous êtes abonné bien sûr, car YouTube a tendance à désabonner mes abonnés, donc vérifiez que vous êtes toujours abonné. Voilà. Donc là, cette vidéo va être sur le conflit israélo-palestinien. Alors, ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo sur ce conflit-là, car il n'y avait rien de bien intéressant à dire ou de pertinent. Mais bon, là, au final, je me suis décidé. Alors, je commençais à vouloir faire une vidéo quand Kamala Harris, le 2 mars, a fait cette annonce qui est un pavé dans la mare, comme quoi les États-Unis voulaient un cessez-le-feu immédiat à Gaza, un cessez-le-feu de 6 semaines. Alors, vous voyez, maintenant, là, on n'est plus au 3 mars hein, ou au 2 mars. Donc, et rien n'a changé, absolument rien. On a Joe Biden qui a fait des annonces fracassantes. Il a dit qu'il voulait construire un port à Gaza pour l'aide humanitaire, qu'il fallait absolument qu'Israël arrête ses bombardements indiscriminés. Et en plus, bon, à part, on a, comme vous le savez bien, l'Afrique du Sud qui a porté plainte à la Cour internationale de justice contre Israël pour génocide. Donc, vous voyez que ça va très mal pour Israël. Donc, le monde entier s'est ligué contre Israël. Et vous n'aviez en gros que les États-Unis et l'Angleterre pour toujours être aux côtés d'Israël. Et là, ça a changé. Alors, on a eu une mascarade, une comédie pour les médias, c'est-à-dire le Joe Biden qui se serait disputé avec Benjamin Netanyahou. Ah non, faut vraiment que tu arrêtes de bombarder, c'est trop dur pour Gaza. Le nombre de morts, d'enfants, de femmes tuées, c'est inacceptable. Et les États-Unis ont commencé à reprendre le chiffre de morts donné par la Palestine. Avant, ils prenaient des pincettes en disant oui, ça c'est ce que dit le ministère de la Santé en Palestine. Hein. Mais bon, à vérifier, hein, à confirmer. Hein. Rien n'est sûr. Bon, l'ONU disait que les chiffres étaient sûrs et même très sous-estimés, et les États-Unis n'avaient aucune confiance. Bon, ils les donnaient, mais vraiment à contre-cœur. Maintenant, il les prend, les chiffres. Et en plus, ils disent, ah, vous savez, en même le chiffre, hein, il est peut-être pas complet, il y a peut-être d'autres morts sous les décombres qui sont pas comptés. Hein. Et ça, je vous rapporte les dires de Lloyd Austin quand il a été cuisiné au Congrès américain. Et oui, parce que même au Congrès américain, bah, ça commence à hurler, parce qu'il y a tellement de morts au niveau de la Palestine que même au sein du Congrès américain, bah, ça passe plus vraiment. Parce que là, le monde entier en veut à Israël et ça pourrait déboucher sur une catastrophe pour Israël, mais aussi pour les États-Unis qui n'ont cessé de soutenir Israël. Alors pourquoi je vous dis c'est d'une hypocrisie absolument totale, et en plus ce revirement à 180 degrés des États-Unis qui ont toujours refusé un cessez-le-feu. Alors je vous rappelle que le premier pays à demander un cessez-le-feu c'est la Russie. Après c'était le Brésil. Et bon après d'autres pays ont demandé, l'Afrique du Sud, etc. Mais vous voyez que les États-Unis ont toujours refusé le cessez-le-feu officiellement à l'ONU, avec l'Angleterre, bien évidemment. Donc là, changement. Ah, là maintenant, Kamala Harris, au 2 mars, a dit non, moi je veux un cessez-le-feu. Pavé dans la mare. Pavé dans la mare. Donc, on a Joe Biden qui ne cesse de durcir le ton envers Israël et Benjamin Netanyahou. Et dans les médias, on dit même oh, Joe Biden, il s'est disputé avec Benjamin Netanyahou concernant Gaza. Il a dit que Netanyahou allait trop loin. Vous voyez, Joe Biden s'est disputé. Hein. Mais il y a un petit problème, c'est que je vais vous reparler de Lloyd Austin parce que quand il a été cuisiné au Congrès, Lloyd Austin, eh ben, il y a un sénateur qui lui a demandé, un congressman, mais bon, il y a aussi des sénateurs, mais un congressman lui a demandé, mais je comprends pas, nous,
on a un levier complet envers Israël, puisque c'est nous qui leur fournissons les armes pour qu'ils se battent. Il suffirait qu'on arrête de donner des armes à Israël, et hop, ça s'arrêterait tout de suite le conflit. Pourquoi on ne fait pas ça? Et Lloyd Austin qui bafouille, moi je l'ai vu en direct, hein. Vous voyez Lloyd Austin qui bafouille, qui répond à côté, qui dit oh oui mais faut quand même qu'Israël se défende. Toujours cet argument grotesque, hein, bien évidemment, mais bon, usé jusqu'à la corde, parce que évidemment c'est le seul argument depuis le 7 octobre qu'a Israël et ses affidés. Hein, faut bien qu'Israël se défende. Ouais, bon, faut quand même que je rappelle comme ça que Israël est l'occupant, donc a envahi la Palestine, là en l'occurrence Gaza. Donc c'est un envahisseur. Et en tant qu'envahisseur, il fait un blocus humanitaire, c'est totalement illégal. Et effectivement peut tomber sous le coup en réalité d'un génocide. C'est totalement illégal, ça va contre toutes les lois les plus basiques humanitaires. Et en plus, je rappelle que Israël en tant qu'occupant, c'est-à-dire en tant qu'envahisseur en réalité en terre de Palestine, il est censé s'occuper du bien-être des Palestiniens, donc de les nourrir à minima et de les protéger. Et oui, on parle de la population palestinienne, hein. Donc le Hamas c'est autre chose, mais la population palestinienne, Israël est censé la protéger et la nourrir. Et là, il fait tout l'inverse, bien évidemment. Donc voilà, donc c'est un siège de Gaza et on affame et on tue en plus la population de manière indiscriminée. Ça, c'est reconnu dans le monde entier et même par les États-Unis et l'Angleterre maintenant. Et oui, c'est même reconnu très officiellement par les États-Unis et l'Angleterre, ce que je viens de vous dire. C'est énorme. Donc, Israël, en toute impunité, continue. Tout le monde condamne, et même les États-Unis, mais de manière féroce, les États-Unis envers Benjamin Netanyahou, puisque dans les médias, on dit qu'il y a eu un clash entre Joe Biden et Netanyahou. Oh là là! Mais en réalité, les États-Unis continuent de fournir des armes. Vous voyez, c'est complètement honteux. Complètement honteux. Bref, donc Israël continuera tant que, évidemment, les États-Unis fourniront des armes. Alors évidemment, il y a ce que montrent les États-Unis dans les médias et il y a en réalité dans l'arrière-cour. Dans l'arrière-cour, les États-Unis sont très contents du massacre des Gazaouis, des Palestiniens. Eux, dans leurs rêves les plus fous, ils voudraient une Palestine qui disparaisse et des Palestiniens tous morts. Ça, c'est dans leurs rêves les plus fous. Ils voudraient ça. Ça les arrangerait, les Américains, bien évidemment. Et si Donald Trump est élu, alors là, alors lui, c'est son rêve le plus cher. Il ne faut pas oublier que Donald Trump, il a beau être anti-État profond, il est pro-Israël jusqu'à la folie, hein. Lui, ce serait son rêve le plus cher. Lui, Donald Trump, s'il le pouvait, il lancerait une bombe sur la Palestine, sur Gaza, etc. Il détruirait toute la Palestine. Ça, ce serait le rêve le plus cher de Donald Trump. Voilà. Bon, là, pour le coup de la Palestine, heureusement que c'est les démocrates au pouvoir, dans le sens pour la Palestine, je dis bien. Pour tous les autres conflits, les démocrates, c'est un vrai cauchemar. Donc voilà pour la réalité de ce qui se passe réellement dans la politique du conflit israélo-palestinien. Donc c'est une hypocrisie absolument à vomir de la part des États-Unis, nul des dupes, bien évidemment. Alors là, très vite, on va voir quelques articles, parce que évidemment, tout ce que je dis, c'est appuyé toujours par des articles, donc on va les regarder vite fait pour que vous voyez que bon, bah, même des grands médias en parlent. Alors évidemment, ce ne sera pas dit de manière aussi forte que moi, mais pas loin quand même, hein. Alors évidemment, c'est un média subversif, mais un des plus grands des États-Unis. Donc ça va être intéressant à voir. Bon, vous n'apprendrez
pas grand-chose par rapport à ce que je viens de vous dire, mais au moins vous verrez des écrits, quoi, des références. Allez, regardons ça. On va commencer par un article du New York Times avec, en grand titre, Kamala Harris appelle un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Le vice-président a exhorté le Hamas à accepter une proposition de cessez-le-feu de 6 semaines et a appelé Israël à augmenter le flux d'aide vers l'enclave. Vous notez, à exhorter le Hamas, uniquement le Hamas, pas Israël. Donc vous voyez la position ambiguë de Kamala Harris, quoi, de l'administration Biden. Parce que bon, il demande un cessez-le-feu immédiat. Alors tous les médias du monde comprennent Israël au Hamas, quoi, aux deux parties. Ils ont demandé aux deux parties. Ouais, surtout à Israël, puisque les États-Unis, dernièrement, ces 2 derniers mois ont été de plus en plus durs envers Israël. Et donc il parlait très peu du Hamas, mais surtout qu'Israël avait franchi des lignes rouges. Ça a été dit par Joe Biden. Donc c'est surtout à Israël, c'est quand même Israël qui bombarde la Palestine là, et qui cause problème, et qui est sous le coup d'une affaire pénale avec l'Afrique du Sud. Donc c'est Israël le problème, d'ailleurs pour le monde entier, hein. Mais non, là c'est demandé qu'au Hamas, là, en allant dans le détail. Voilà, bon, on va passer à un autre article. Donc là on a un article de antiwar.com et que lit-on? La jetée de Biden pour Gaza est un geste creux qui ne mènera à rien. Voilà, c'est ça que projette Biden pour Gaza. Donc là, antiwar.com dit c'est un geste creux qui mènera à rien. Le président américain et le Parti démocrate parient que les électeurs sont assez stupides pour se laisser prendre à cette mascarade. S'il vous plaît, ne leur donnez pas raison. Quelques observations sur la construction par le président Biden d'une jetée temporaire ou de ce que ses responsables appellent de manière grandiose un port pour acheminer l'aide vers Gaza. Bien que personne n'en parle, Biden viole en réalité avec son plan le blocus de Gaza imposé par Israël depuis 17 ans. Gaza n'a ni port maritime ni aéroport car Israël, son occupant, lui a depuis longtemps interdit d'en avoir. Israël interdit l'entrée de Gaza de tout ce qui ne passait pas par les points de passage terrestres qu'il contrôle. Israël a empêché les flottilles d'aide internationale, souvent violemment, d'atteindre Gaza pour apporter des médicaments. Le blocus a également créé un marché captif pour les produits israéliens de mauvaise qualité, comme les fruits et légumes endommagés, et a permis à Israël de détourner de l'argent aux points de passage terrestres qui auraient dû revenir aux Palestiniens sous forme de frais et de taxes. Il faudra plusieurs semaines aux États-Unis pour construire cette jetée en mer et la rendre opérationnelle. Pourquoi ce retard? Parce que toutes les capitales occidentales, y compris les États-Unis, soutiennent le blocus depuis 17 ans. Alors moi je rappelle comme ça, je fais un petit ajout personnel, il n'y a que l'Occident qui ne reconnaît pas la Palestine comme un État. Le reste du monde reconnaît l'État palestinien. Alors quand je dis tout l'Occident ne reconnaît pas la Palestine, à quelques exceptions près, hein. Y a la Suède, la Serbie, la Slovaquie, la Tchéquie, par exemple, qui reconnaissent l'État palestinien. Mais bon, voilà, c'est des exceptions en Occident. Le siège de Gaza a provoqué une malnutrition progressive parmi les enfants de l'enclave, plutôt que la famine rapide actuelle. En aidant Israël à infliger une punition collective à Gaza pendant toutes ces années, les États-Unis et l'Europe se sont rendus complices d'une violation flagrante et durable du droit international avant même le génocide actuel. Donc on ne va pas tout lire, hein, juste le plus intéressant. Biden pourra acheminer l'aide à Gaza beaucoup plus rapidement qu'en construisant une jetée ou un port. S'il le voulait, il pourrait simplement insister pour qu'Israël laisse passer les camions d'aide par les points de passage terrestres et les menacer de graves répercussions s'ils ne s'y conformaient pas. Il pourrait menacer de suspendre les bombes américaines qu'il envoie pour tuer davantage d'enfants à Gaza, ou bien il pourrait menacer de supprimer les milliards d'aides militaires que Washington envoie chaque année à Israël. Ouais,
C'est entre 4 et 6 milliards de dollars donnés chaque année à Israël en aide militaire. Ou bien il pourrait menacer de refuser d'opposer le veto américain pour protéger Israël des retombées diplomatiques aux Nations Unies. Et oui, il pourrait cesser de donner leur veto à chaque fois qu'Israël est menacé, diplomatiquement j'entends. Ils pourraient faire tout cela et bien plus encore, mais ils ne choisissent de rien faire. Même après que Biden ait donné à Israël quelques semaines supplémentaires pour affamer encore plus agressivement les Palestiniens à Gaza, en attendant que sa jetée temporaire soit achevée, rien ne peut réellement changer dans la pratique. Israël pourra toujours effectuer les mêmes contrôles qu'il effectue actuellement au point de passage terrestre, mais à Lamarca, à Chypre, où l'aide sera chargée sur des navires. Bon, là, je vois pas trop, mais bon. En d'autres termes, Israël sera toujours capable de créer les mêmes hold-up interminables en utilisant comme prétexte des préoccupations de sécurité. Voilà. Bon. Dernier article. À l'antenne, Biden revient sur sa propre ligne rouge de Rafah en temps réel. Pendant ce temps, Netanyahou bluffe et se prépare quand même à une invasion. Dans une interview accordée dimanche sur MSNBC, le président Biden a averti le gouvernement israélien qu'une attaque contre Rafah, c'est le sud de Gaza, franchirait une ligne rouge, mais a ensuite immédiatement sapé ce message par des déclarations contradictoires. Le président a souligné que la défense d'Israël est toujours cruciale, donc il n'y a pas de ligne rouge. Je vais couper toutes les je vais couper toutes les armes. Et il a déclaré: je ne quitterai jamais Israël. Donc vous voyez un peu la contradiction. Donc la défense est toujours cruciale, donc il n'y a pas de ligne rouge où je vais couper toutes les armes. Donc c'est-à-dire dans le sens où je vais couper toutes les armes, c'est-à-dire il n'y a pas de ligne rouge assez forte pour que je coupe toute l'arrivage des armes pour Israël. C'est ça en traduction. Ouais, c'est les traductions Google en plus. Et il a déclaré: je ne quitterai jamais Israël. Donc déjà, voilà, c'est très clair. Biden n'a pas précisé quelles seraient les conséquences, le cas échéant, auxquelles le gouvernement israélien serait confronté s'il franchissait la ligne rouge et lançait effectivement un assaut sur Rafah. Et le président a sapé son avertissement concernant toute force dont il aurait pu disposer, en ajoutant tant de nuances sur ce qu'il ne ferait pas. Et oui. Donc on a Biden qui dit: ah, j'avertis Israël, attention, on ne franchit pas la ligne rouge. Hein. Et puis après il dit: ah bah non, il n'y a pas de ligne rouge. Et je continuerai toujours à aider Israël. Bon, vous voyez la contradiction de l'administration Biden, et là pour le coup de Joe Biden, évidemment. Donc en fait, quand il a dit la ligne rouge, ça c'est il n'avait pas lu son téléprompteur. Ensuite la CIA et le Pentagone ont immédiatement corrigé le tir en disant: ouais, non, 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 au final il n'y a pas vraiment de ligne rouge et on aidera toujours Israël. Bon voilà, la chose habituelle quoi. Conclusion maintenant. Bon, vous l'aurez compris, tout ça est une mascarade. Donc qui ne sert qu'à tromper les autres États du monde pour leur dire: ah, regardez, regardez, les États-Unis ont pris enfin conscience de la tragédie que subissent les Palestiniens à Gaza, mais on devrait ajouter aussi en Cisjordanie, bien évidemment. Donc les États-Unis se disputent avec Benyamin Netanyahou. Vous voyez, hein, on s'est disputé avec Benyamin Netanyahou. Hein. Ça veut dire que pour nous c'est grave. Hein. Ça veut dire que là vraiment, c'est une tragédie à Gaza. Avant, c'était pas une tragédie il y a 2-3 semaines, mais maintenant, on considère que c'est une tragédie. Vous avez vu, hein. Ah, on n'est pas content. Hein. Ah, on n'est vraiment pas content envers Israël. Hein. Bon, bref, et il y a Kamala Harris le 2 mars qui dit: elle demande un cessez-le-feu. Mais quand on regarde bien, un cessez-le-feu qu'on demande au Hamas, mais pas à Israël. Les États-Unis continuent à mettre leur veto malgré tous les pays qui demandent le cessez-le-feu, donc ils mettent leur veto pour qu'il n'y ait pas de cessez-le-feu concernant Israël, et ils donnent toujours des armes à Israël, de plus en plus même. Vous voyez? Donc c'est une hypocrisie tellement à vomir que je n'ai pas pu m'empêcher de faire cette vidéo pour dénoncer cela.
Alors je l'ai faite un petit peu rapidement, cette vidéo, parce que quand j'ai appris ça, j'ai été tellement, bon pas choqué, mais tellement, on va dire, surpris d'une telle impudence du gouvernement américain, parce qu'il faut quand même oser, hein, faut quand même être assez culotté pour se moquer à ce point-là de son propre peuple, c'est-à-dire les Américains, mais aussi le reste de la population mondiale, parce que se moquer de manière tellement infantile, c'est-à-dire c'est tellement grossier, tellement incroyable dans la diplomatie, dans le sens il n'y a aucune subtilité, c'est on avance avec nos gros sabots, on se fout de la tête de tout le monde, mais aux yeux des médias, on balance quand même ça, et puis on tente le coup, quoi. Ce qui prouve quand même la dégénérescence absolue de la diplomatie américaine quand on compare avec le niveau diplomatique des Russes, par exemple avec Monsieur Lavrov, et qu'on compare aux États-Unis. Mais c'est une honte absolue. C'est à l'image du président américain. C'est tout à fait à l'image de Joe Biden. Voilà. Donc, et ça montre que l'Amérique est devenue d'une médiocrité qui confine au grotesque, hein. Ça devient pathétique. Vraiment pathétique. Bon, c'est comme ça, hein, comme tout le reste d'ailleurs, et puis comme l'Occident, puisqu'on dit les États-Unis, mais l'Occident dans son quasi-entièreté, c'est pareil. Au Canada, en France, en Angleterre, en Allemagne, ça en devient grotesque et pathétique, hein. C'est partout comme ça en Occident, mais c'est dans l'air du temps, c'est comme ça et on ne peut rien y faire. Enfin bref, voilà, c'était les mots de la fin. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Vérifiez vos abonnements pour les youtubeurs abonnés, hein, parce que YouTube désabonne mes abonnés. Voilà, c'était mes derniers mots. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.